Aujourd'hui, je veux que tu ressentes quelque chose de spécial. Je veux que tu sentes l'étonnement et la confusion que les physiciens avaient en explorant comment les petits éléments qui nous forment se comportent. Je veux que tu vois à quel point notre univers est extraordinaire. Je veux que tu découvres les mondes quantiques. Le montage suivant est basé sur les explications et les opinions de Bruce Rosenblum et Fred Kotner dans le livre L'énigme quantique. Sans plus tarder, voici l'expérience de la double fente de Young, comme vous ne l'avez jamais vue auparavant. Notre protagoniste est un atome. Oui, tu ne peux pas le voir, il est très petit. Pour cela, nous avons ce détecteur. Nous l'activons et voilà, lumière verte. Cela signifie que l'atome est là. Bien, jouons avec. Mais d'abord, laissez-moi vous montrer les champs de test. Par ordre, cela est la machine d'oiseau. Sa tâche est simplement, quand nous donnons l'ordre, d'extraire un atome et de le placer au hasard dans une des deux boîtes. Pas de triche, les boîtes sont des boîtes ordinaires. Elles ont deux ouvertures, une au-dessus qui nous permet de mettre le détecteur pour savoir si l'atome est là ou pas, et une ouverture latérale qui fait face à un écran. Et c'est que l'atome dans la boîte n'arrête pas de bouger, de frapper contre les murs. Si on ouvre la deuxième ouverture, l'atome finira par voler et frapper l'écran dans quelque part. À cet endroit-là, un point apparaîtra. Ainsi, on saura où l'atome agité a impacté. Bien sûr, cela est une caricature de la vraie expérience. Les blabla techniques a été supprimé et il a été réduit à un montage conceptuel pour mieux les comprendre. Par exemple, au lieu d'un mur avec deux pentes, nous avons maintenant deux boîtes. Le fait est que les conclusions que nous allons faire ici, et croyez-moi cela, sont les mêmes que celles de la vraie expérience. Cette expérience continue à se réaliser dans les laboratoires autour du monde avec des résultats égaux, en laissant les physiciens fous. J'espère te laisser comme ça quand nous atteindrons l'expérience numéro 3. Expérience numéro 1. Vérifions ce qu'on sait déjà. On active la machine et l'atome est placé au hasard dans l'une des deux boîtes, mais on ne sait pas dans laquelle. Ouvrons l'une des deux. Plus par exemple. On ouvre par-dessus, on met le détecteur et positif. L'atome était dans la bleue. Ouvrons la boîte rouge pour voir ce qui se passe. Ok, pas de son. Il n'y a rien dans la boîte. Atome dans la bleue, rouge vide. Répétons le processus. On active la machine, on a un nouvel atome au hasard, on vérifie la boîte bleue et bien, rien qui se passe. Il semble que la boîte est vide. On ouvre la boîte rouge alors. Voilà, l'atome est là. Bleu vide, l'atome dans la boîte rouge. Je suppose qu'on peut s'imaginer ce qui se passe si on répète cela plusieurs fois. Nous finirons avec une liste dans laquelle plus ou moins 50% des atomes étaient dans la boîte rouge et 50% d'autres dans la boîte bleue. Évidemment, quand l'atome était dans une boîte, l'autre était toujours vide, parce qu'un atome ne peut pas être dans les deux boîtes à la fois. Non. Deuxième expérience. Jouons avec l'écran. On active la machine et l'atome est distribué dans l'une des deux boîtes. Cette fois, on va ouvrir l'ouverture latérale d'une des deux boîtes, par exemple la rouge, et voir ce qui se passe. Soudain, un point apparaît sur l'écran. On ouvre la boîte bleue et rien qui se passe. Ok, on répète. Activons la machine et cette fois-ci, on ouvre la boîte bleue. Rien qui se passe. On ouvre la boîte rouge et un point apparaît. Si on continue, l'écran est plein de points. Ceux-ci sont placés plus ou moins au hasard, sauf pour deux grandes concentrations juste devant les boîtes, ce qui est très normal. Il est beaucoup plus probable que l'atome sorte de la boîte d'une manière droite au lieu de le faire avec une inclinaison. Quant à l'ouverture de la boîte qui a produit un point, on obtient des résultats semblables à ceux d'avant. Plus ou moins 50% du temps a été la boîte rouge et l'autre 50% la bleue. Ce qui est arrivé ici semble évident. Quand nous avons ouvert la boîte où l'atome était, celui-ci est sorti et frappé l'écran. Quand nous avons ouvert la boîte vide, rien n'est arrivé. Parfois il était dans la rouge, parfois il était dans la bleue, parce que l'atome n'était pas sorti des deux boîtes. Non. Expérience numéro 3. Enfin, nous allons ouvrir les ouvertures des deux boîtes en même temps. On charge l'atome et point sur l'écran. On répète. On active la machine, on ouvre les deux boîtes en même temps et une autre point sur l'écran apparaît. À ce moment-là, j'aurais fini avec ta patience. Tu penses que ce qui se passe est évident, que l'atome sort de l'une des deux boîtes, maintenant on ne sait pas dans laquelle, et qu'il frappe l'écran. Donc, si on le fait plusieurs fois, on obtiendra la même chose que dans l'expérience numéro 2. Et c'est là que les mondes quantiques nous donnent un gifle. Ça n'arrive pas. Si on répète l'ouverture simultanée des deux boîtes, on retrouve ces curieux motifs. Les questions se posent seules.
Pourquoi les atomes, au lieu de sortir juste devant les boîtes, décident de se concentrer sur cette zone? Cela semble absurde. Je suppose que les expérimentateurs ont soupçonné que cela avait été causé par quelque chose en dehors du laboratoire. Peut-être dans la pièce voisine, d'autres physiciens jouaient avec des champs magnétiques qui affectaient les atomes. Alors, ils leur ont dit d'arrêter, et pour s'assurer, ils ont décidé d'essayer de séparer les boîtes. Le fait que si tu changes quelque chose dans ton expérience et que les résultats ne réagissent pas, c'est un signal très fort qu'il y a une influence externe qui cause les résultats. Mais ce n'était pas le cas. Lorsque vous séparez les boîtes et répétez l'expérience, les motifs a réapparu. Ils ont rapproché les boîtes et les motifs l'ont fait aussi. Ceci semble un détail très stupide, mais la vérité est que cela nous donne à comprendre quelque chose de tout à fait sinistre. C'est comme si l'atome était dans les deux boîtes en même temps. Pas qu'il y a deux atomes, pas qu'il est divisé en deux. Les mêmes atomes dans les deux endroits. Suivez mon raisonnement. Si l'atome est dans l'une des deux boîtes, quand il sort, il doit aller très probablement à l'une de ces zones. Mais ses places sur l'écran dépendent, comme on vient de le voir, de la distance entre les boîtes. Et c'est ça le problème. Si l'atome sort d'une boîte, il ne peut pas porter aucune information de l'autre boîte. Il ne peut pas être affecté par celle-ci, car l'autre boîte est vide. Cela n'intervient d'aucune façon dans le tirage, et pourtant, l'information atteint l'écran. Alors, la seule façon dont la séparation entre les boîtes peut affecter les motifs est quand qu'une des boîtes est vide, et l'atome se trouve dans les deux boîtes en même temps. Il est vrai que dans l'expérience numéro 2, les concentrations se séparent aussi si on sépare les boîtes. La différence est que tu peux savoir à quelle boîte chaque point appartient. Si on enlève une des deux, et on répète l'expérience, on obtient une des deux concentrations. Ces motifs est clairement la somme de deux autres. Mais cela ne se produit pas dans l'expérience numéro 3. On ne peut pas différencier ici de quelle boîte chaque tirage est sorti, et beaucoup moins la somme des motifs de chaque boîte ne coïncide pas avec les motifs d'ouverture des deux boîtes en même temps. C'est-à-dire, les boîtes agissent combinées pour faire les motifs. Et la seule façon dont leurs propriétés communes se propagent à l'écran est que l'atome a également cette information étant de la même manière dans les deux boîtes. En résumé, en fait ça, les expériences 1 et 2, il semble clair que l'atome est dans une seule boîte. Je fais l'expérience numéro 3, on n'a pas d'autre choix que d'accepter qu'il est dans les deux à la fois. N'est-ce pas contradictoire? Sortons de doute. Répétons l'expérience numéro 3, mais cette fois-ci en mettant deux détecteurs à chaque côté des ouvertures. De cette façon, on saura si l'atome sort d'une ou deux boîtes. On active la machine et on commence. Au début, il semble que l'idée de l'atome dans les deux boîtes n'était pas très bonne. À chaque tirage, une seule des détecteurs est allumée. L'atome ne sort qu'une seule boîte. Mais quand les mondes semblent de reprendre conscience, nous regardons à l'écran et bam! Les motifs d'avant n'est pas là. On enlève le détecteur, on refait l'expérience et on obtient les motifs de l'expérience numéro 3. On les remet, on répète l'expérience et on obtient les motifs de l'expérience numéro 2. J'insiste. Lorsque nous utilisons les détecteurs, la seule preuve que l'atome se trouve dans les deux boîtes disparaît. Et au lieu de cela, les motifs qu'on obtient nous indiquent qu'il est dans juste une. Voyez-vous ce qui se passe ici? Seulement quand on ne sait pas où est l'atome, comme dans l'expérience 3 sans le détecteur, il est quand on déduit que l'atome est dans les deux boîtes. C'est comme si le fait de mesurer dans quelle boîte il se trouve, bien en mettant un détecteur par-dessus, ou sur les côtés ou en ouvrant une boîte en premier après l'autre, c'est ce qui fait que l'atome soit dans une seule boîte. Ceci est très sérieux. Crois-moi quand je te dis que nos aciers se sont brisés la tête en essayant de comprendre ce que l'atome faisait. Ils ont essayé d'intégrer leurs idées classiques dans les résultats d'une expérience qui s'est moquée d'eux. La vérité est qu'elle continue à le faire. Certains de ces aspects sont encore discutés. Par exemple, comment se fait-il l'atome semble être dans les deux boîtes? Devrions-nous prendre cela littéralement? Qu'est-ce que c'est le rôle des observateurs? Qu'est-ce que mesurer signifie exactement? Quoi que soient les réponses, les physiciens ils se sont rendus compte qu'il fallait se réinventer, qu'il fallait créer une théorie radicalement différente pour pouvoir faire face à ces mondes étranges. Je parle de la mécanique quantique. Maintenant, nous allons commencer à entrer dans le monde de la mécanique quantique sur la bonne voie, ce qui signifie, quant à la dualité onde-particule, rien. Je suis fatigué de son utilisation indiscriminée dans la vulgarisation scientifique. Je vais te dire pourquoi. La dualité onde-particule est une idée de la vieille école, utilisée par nos anciens pour comprendre cette expérience qui a eu les physiciens stupéfaits, l'expérience de la double fente que j'expliquais tantôt. Et c'est que les motifs qui apparaissent lorsqu'on ouvre deux boîtes à la fois est très similaire
à ce que nous obtiendrions avec une onde. Il semble que l'atome laisse des boîtes en se comportant comme une onde, et en s'ajoutant dans certaines zones et en s'annulant dans des autres. Mais lorsqu'il atteint l'écran, il se comporte comme une particule et frappe dans un seul endroit. Cette idée qu'un objet quantique semble avoir une nature bipolaire, parfois onde et parfois particule, est ce qu'on connaît comme dualité onde-particule ou dualité onde-corpuscule. M. de Broglie a utilisé ce phénomène pour comprendre les orbites des électrons de l'atome de Bohr, avec très bons résultats. Et bien sûr, notre ami la lumière avait déjà manifesté ses comportements indécis depuis un certain temps. Oui, c'est vrai que la dualité en particules était très cool en 1920, mais on est au plein XXe siècle. La compréhension qu'on a de la mécanique quantique est très supérieure et la réalité est que cette dualité est obsolète. Et ne me prenez pas, la dualité utilisée au bon moment est un outil puissant. Ce que je veux dire est qu'on sait que cela ne reflète pas bien comment est le monde. Je la déteste parce que quand on passe un contexte de longues particules, nous impliquons que toutes les merveilles qu'un objet quantique peut faire, que ce soit un atome, un électron ou un photon, je peux les expliquer en y pensant simplement parfois comme une onde et parfois comme une particule. Ce qui est faux! L'effet tunnel, l'intrication quantique, les petits détails de la structure atomique, ceux-ci sont sujets qu'on ne peut pas expliquer juste avec la dualité. Penser de cette manière ambivalente ne suffit pas à comprendre tout ce que le monde quantique nous offre. Pourquoi? Le problème est qu'on veut comprendre quelque chose entièrement nouvel en termes de choses qu'on connaît déjà, des concepts classiques, et ceci n'a pas pourquoi fonctionner. En fait, ça ne marche pas. Une fois cela clarifié, je vais vous dire exactement comment un physicien voit l'expérience de la double fente sans l'onde, la particule et ses respectifs. Tout commence avec le monsieur Schrödinger. Un jour, il a pensé à une entité mathématique qui changerait tout pour toujours. Cette entité était une espèce de champ, une chose qui remplissait tout et qui avait une valeur inconcrète à chaque point de l'espace. Quelque chose de similaire à un champ de température qui nous indique le degré auquel chaque point de l'espace est. Seulement que dans ce cas, au lieu de degrés dans chaque point de l'espace, il y avait un nombre complexe. Je ne vais pas vous donner un cours avancé à ce moment, mais gardez à l'esprit qu'un nombre complexe équivaut à une flèche dans un plan. Il pointe vers quelque part et a une certaine taille. Schrödinger a donné un nom à cet ensemble infini de flèches, la fonction d'onde. Pourquoi l'appeler comme ça? Eh bien, Schrödinger avait non seulement accouché à la créature, il avait aussi déchiffré comment cela changeait selon la situation. Si on mettait la fonction d'onde dans une boîte, les flèches étaient d'une manière. Si on les mettait proches du mur, elles étaient d'une autre. Et si on les laissait libres, d'une autre. La question est que la plupart des cas, les flèches semblaient osciller comme une onde. J'imagine que Schrödinger a été inspiré par ça. À propos de la boule de cristal qui nous dit comment la fonction va se comporter dépendamment où on la met, est la fameuse équation de Schrödinger. Allons au point, ce bug mathématique, qu'est-ce que c'est à voir avec la réalité? Bien, Born a réalisé que s'il prenait la longueur de chaque petite flèche et il élevait cette valeur au carré, et il remplaçait la flèche pour ses nombres, il obtenait un autre champ qui réussissait à capturer l'essence du monde quantique. En particulier, lorsqu'ils ont rassemblé beaucoup de résultats de la double fente, ils se sont rendus compte que la valeur de ces nouveaux champs était très élevée aux endroits où beaucoup d'atomes ont frappé l'écran et très bas où ils avaient frappé très peu. Ce carré de la fonction d'onde nous disait quels seraient les placements des atomes si on lançait beaucoup d'eux contre l'écran. Autrement dit, si on lance un seul atome, le carré de la fonction d'onde nous indique la probabilité qu'on a de trouver l'atome dans un certain endroit. C'est en utilisant cela comme les physiciens comprennent la double fente. Ils oublient que l'atome est une balle qui suit un chemin, et on prend l'équation de Schrödinger, on extrait la fonction d'onde correspondant à cette situation, on prend la longueur de chaque flèche au carré, et on obtient les probabilités de mesurer l'atome à un certain endroit, et à un certain moment de temps. Si on fait beaucoup de détections, le carré de la fonction d'onde représente la distribution de ces mesures. Dans tous les cas, la fonction d'onde fonctionne comme une horloge. La grande question est, comment est-ce qu'elle est faite? Qu'est-ce que c'est vraiment la fonction d'onde? Qu'est-ce qu'elle reflète du monde réel? La réponse courte, est-ce qu'on ne le sait pas? Une fois toutes tes questions c'est là, tu rentres dans le terrain flou des interprétations de la mécanique quantique.
Récapitulons tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Mais cette fois-ci, en reliant la fonction d'onde avec les trois expériences effectuées avec l'atome et les deux bords. Maintenant, on va voir expérience après expérience comment en utilisant la mécanique quantique et l'idée de la fonction d'onde, on peut mieux comprendre ce qui se passe. En même temps qu'on définit c'est quoi exactement mesurer dans ce contexte. C'est-à-dire qu'on va abandonner l'idée que l'atome est une petite balle qui se promène en suivant une certaine trajectoire et au lieu, on va mettre en action le concept de fonction d'onde. C'est vrai qu'avec le concept de trajectoire, on pouvait bien expliquer les expériences 1 et 2. Mais lorsqu'on essayait d'expliquer l'expérience 3, ça ne marchait pas. Vous allez voir comment la fonction d'onde va bien expliquer les expériences 1, 2 et 3 à la perfection. Commençons par la première expérience, dans laquelle on ouvrait chaque boîte par-dessous pour voir si l'atome était là. Étape numéro 1. J'oublie que l'atome est une balle et je pense à sa fonction d'onde. Étape numéro 2. On demande à l'équation de Schrödinger quelle est la forme de la fonction d'onde. La fonction nous dit, bien que les boîtes soient des bonnes boîtes, la fonction d'onde est combinée dedans. Donc je vais seulement détecter l'atome là-bas. Le fait qu'il y ait une fonction d'onde dans les deux boîtes est la faute à la machine à hasard. En jargon quantique, elle prépare l'état quantique. En plaçant l'atome au hasard, elle distribue la fonction d'onde entre les deux boîtes. Étape numéro 3, on transforme la fonction d'onde en probabilité et surprise. On a 104% dans chaque boîte de trouver l'atome là. Je sais que le résultat montré. Tout est correct? Eh bien, passons à l'expérience numéro 2, dans laquelle on ouvrait l'ouverture d'une seule boîte à la fois. Eh bien, en ouvrant l'ouverture et en libérant l'atome, sa fonction d'onde réagit à cette liberté. La fonction d'onde se propage et oscille comme une onde sphérique. Pour cette raison, les ondes de l'écran les plus proches de la boîte auront des flèches les plus grandes, car l'intensité d'une onde sphérique décroît avec la distance. Par conséquent, lorsque nous passons aux probabilités, les plus élevées seront directement en face de la boîte et seront réduites tout au long de l'écran, rendant ainsi les motifs attendus. Lorsqu'on ouvre une seule boîte à chaque tirage, la fonction d'onde qui est relâchée est celle de chaque boîte. Si j'ouvre la rouge, la probabilité maximale sera à gauche. Si j'ouvre la bleue, elle sera à droite. Cette intermittence forme les motifs que nous voyons expérimentalement. Enfin, la troisième expérience. Lors de l'ouverture simultanée de deux boîtes, on libère ainsi les deux fonctions d'onde. Elles se chevaucheront. Voici la magie. Car de la même façon qu'une onde, il y aura des ondes de l'écran où les fonctions d'onde oscillent en même temps, et quand leur amplitude est combinée, elles seront amplifiées, tant qu'il y aura des endroits où l'oscillation est retardée par rapport à l'autre. C'est que lorsqu'ils s'additionnent, entraînera une annulation. Ceci a un impact sur les probabilités. Les ondes avec les flèches amplifiées auront de très fortes chances d'avoir des collisions, alors que les ondes à flèches annulées en auront très peu. Ces mélanges de combinaisons et d'annulation, c'est ce qui forme les motifs de l'expérience numéro 3. Allons à l'incroyable. Lorsqu'on place les détecteurs dans les ouvertures des boîtes, pourquoi les motifs de l'expérience 2 se posent-ils? Parce que lorsque la fonction d'onde est relâchée et le détecteur interagit avec elle, un processus étrange se produit. La fonction d'onde change brusquement. Elle est nulle dans tous les points de l'espace sauf un, où il y a 100% de probabilité de trouver l'atome. Nous avons détecté l'atome. Maintenant, on connaît sa position. Ce processus est appelé la réduction du paquet d'ondes, bien que normalement on l'appelle mesurer. Les détecteurs ne sont pas les seuls qui effectuent ce processus. L'écran le fait aussi. Quand la fonction d'onde l'atteint, l'écran il s'effondre. Il prend la valeur résultante comme la position de l'atome. La réduction se produit en accord avec les probabilités, puisque réduire la fonction d'onde implique de les détecter. Plus les réductions se produiront dans les endroits où les probabilités sont plus élevées, mais la fonction d'onde ne reste pas immobile. Une fois la mesure, et donc la réduction est finie, elle continue à se propager comme une onde sphérique en accord avec sa liberté, en nous donnant les nouvelles probabilités de trouver l'atome dans un certain endroit, de produire une seconde réduction dans un endroit particulier. Regardez, l'effet de mesurer au début, avant que l'écran l'efface, est ce qui change les motifs. Voyez-vous la fonction d'onde qui sort de l'autre boîte? Une fois qu'elle vous fait la mesure, cette fonction d'onde meurt. Vous avez empêché l'interférence. Donc la propagation d'une seule onde sphérique vous donne les motifs qu'on a vus avant.
En mettant les détecteurs et en empêchant l'interférence, vous reproduisez qu'on a obtenu en ouvrant qu'une des deux boîtes, ce qui nous donnera inévitablement les motifs de l'expérience numéro 2. Comme tu vois, en utilisant la fonction donc, les quatre situations ont une explication. Mais je suis sûr que cela n'a pas été une explication entièrement satisfaisante pour vous. Oui, cela fonctionne, mais quelques questions très sérieuses se posent. Les probabilités de la fonction donc correspondent au résultat, mais pourquoi elle fonctionne? Est-ce que la fonction donc est juste un bon modèle mathématique ou elle nous montre quelque chose de réel? Est-ce que la fonction d'onde est un clin d'œil qui reflète l'occupation de l'atome dans beaucoup d'endroits de l'espace en même temps dans l'expérience de la double fente? Comme je l'avais dit tantôt, les physiciens et les physiciennes sont en train de répondre à toutes ces questions. Mais, tel que l'océan, le monde quantique est inconnu pour nous. Merci, et c'est tout pour aujourd'hui.